Très bien, bah écoutez, bonjour. Moi, je suis Christophe Amouroux. Donc, comme disait Hervé, je suis partenaire chez CSC et je suis responsable en fait de notre offre CRM pour la région Sud et Ouest Europe. Alors, pourquoi, vous me direz, globalement, venir vous parler de cloud computing alors que globalement, ma responsabilité aujourd'hui porte plutôt sur un sujet process, un domaine métier comme le CRM, c'est tout simplement que, on le voyait tout à l'heure à travers la présentation d'Hervé, il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché et sur le cloud qui ont démarré sur la partie applicative et plus particulièrement sur le CRM. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de maturité, si on regarde dans les grands process de l'entreprise, c'est certainement un des sujets sur lesquels aujourd'hui il y a le plus d'expérience, de solutions, d'éditeurs sur ce marché. Et aujourd'hui, ça représente quasiment la moitié des projets que nous réalisons en termes de mise en œuvre de solutions, que ce soit sur les ventes, le marketing ou le service, est aujourd'hui supporté par ce modèle cloud computing. Voilà un peu en deux mots. Donc aujourd'hui avec Benoît Eustache, que je laisserai se présenter tout à l'heure, on va donc vous parler de cloud computing. Un point, Jean-Louis tout à l'heure vous a parlé de CSC, donc rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter dans le détail notre périmètre, notre organisation de terrain, ce sera un petit peu long, ce n'est pas le but. Non, je pense qu'il y a un point à retenir. Jean-Louis parlait de notre mission, enfin en tout cas de notre positionnement qui est d'accompagner nos clients dans leurs projets de transformation. Je crois que l'idée aussi, et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on intervient, c'est de les aider à voir comment utiliser au mieux finalement les technologies, les nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas plus intelligent qu'eux, sauf qu'on a investi, ça fait partie de notre métier, sur un certain nombre de solutions, un certain nombre de modèles. Et globalement, on est là pour les aider, vous aider pour certains d'entre vous, à savoir finalement par quel bout s'y prendre. Parce que la question, à un moment donné, on est submergé de concepts, de technologies, etc. Puis à un moment donné, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et puis je pense que la bonne question qui est de se dire, bon, d'un point de vue business, finalement, à quoi ça va me servir, en quoi tel ou tel techno, tel ou tel modèle va être un levier de performance pour mon entreprise, c'est ce qu'on essaie de faire auprès de nos clients. Donc, on va faire les choses en deux temps. Dans un premier temps, Benoît va vous présenter un peu une définition. Bon, on ne va pas s'attarder sur le sujet, mais je pense que c'est bien globalement qu'on partage un peu le même sujet. Des définitions, il y en a un paquet. On va dire c'est celle qui nous va bien et c'est celle qui porte, on va dire, nos convictions. Et puis expliquer surtout, comme je le disais, une fois qu'on a dit c'est quoi, à quoi ça sert, de façon la plus simple possible, avec l'objectif que vous puissiez peut-être sortir de cette matinée en disant tiens, le cloud, en gros, je comprends à peu près ce que c'était, puis je vois à peu près, grosso modo, à quoi ça peut servir et ce que je pourrais en faire dans mon entreprise. Donc c'est la première partie, puis après on va illustrer, parce que dire qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, je pense qu'on comprend encore mieux quand on prend un certain nombre d'exemples. Donc on va prendre 3 exemples pour illustrer ça. Le premier, en fait, c'est une fois qu'on a compris à quoi ça servait, c'est comment moi, dans mon entreprise, finalement, je mets en place cette stratégie cloud computing, d'accord, parce que je n'ai pas des bonnes recettes sur étagère qui vont s'appliquer, se décliner dans tous les secteurs, toutes les solutions, etc. Donc c'est comment, en fait, j'adapte, moi, ma stratégie cloud par rapport à l'usage que je peux en faire et par rapport à ses atouts. D'accord, donc ça, c'est un premier point qu'on appelle le cloud assessment. C'est ce que nos clients nous demandent tous les jours. Le cloud, OK, il faut que j'y aille, mais j'y vais comment ? Premier exemple. Deuxième exemple, en fait, c'est l'exemple en fait d'un de nos clients qui est Smartbox, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, en fait, qui lui, pour un certain nombre de raisons, est assez éligible, on va dire, à ce nouveau modèle, et donc a décidé d'y aller. Donc en fait, on l'accompagne tant dans ses réflexions que dans les mises en œuvre. Donc c'est intéressant de vous faire un petit retour sur expérience par rapport à ce qu'on a fait chez eux et par rapport à leur roadmap. Intéressant de voir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait et globalement comment ils voient l'avenir. Et le troisième exemple, pour illustrer encore le nuage, c'est en fait vous présenter une solution qui s'appelle Cloud Lab, qui est une solution que CSC a développée, que CSC utilise sur ses propres projets et qui est mise à disposition de ses clients pour à un moment donné, donc ponctuellement, utiliser des ressources qui vont permettre globalement de gérer en projet une recette, une mise d'environnement, etc. Donc voilà, 3 exemples pour essayer d'illustrer au mieux en gros ce que l'on peut faire avec le cloud, vu de notre fenêtre. Après, il y a plusieurs fenêtres sur le sujet et c'est ça qui fait la richesse. Voilà, je passe la parole à Benoît. Merci. Donne-moi le joujou aussi. Voilà. Bon, c'est droite ou gauche? Voilà.
Ok, bonjour à tous. Donc comme l'a dit Christophe, on a décidé de commencer par poser le sujet et je vais commencer avec quelque chose de très simple, c'est la définition du cloud computing. Alors c'est une définition que j'ai choisie personnellement, qui vient du NIST, c'est le National Institute for Standards and Technology, c'est un institut américain. C'est pas forcément la définition absolue ou la définition que tout le monde partagera, mais c'est celle qui me convient. Et au-delà de la longue phrase qui ne va pas forcément être claire, moi je veux insister sur les 5 caractéristiques essentielles du cloud computing que Hervé a déjà commencé à évoquer. Le premier, ce qu'on appelle on-demand self-services, c'est je peux avoir accès à mes ressources à la demande et je peux avoir accès moi-même, je n'ai pas besoin de passer par toute une direction informatique pour avoir mes ressources à disposition. Deuxième élément, Broad Network Access, et ça c'est grâce à l'Internet et au développement des solutions en termes de télécommunication, je peux avoir accès à mes ressources depuis n'importe où, que je sois dans le réseau de l'entreprise ou à l'extérieur depuis chez moi. Et ça, c'est un élément très important aussi. Ressource pooling, c'est le fait d'avoir des ressources à disposition, des ressources informatiques, de stockage, de puissance, de calcul, à disposition aussi depuis n'importe où, grâce aux accès réseau, et complètement à la demande et de façon importante ou de façon réduite. Lié à cela, ce qu'on appelle l'élasticité rapide. Alors l'élasticité, c'est justement être capable de dimensionner ses besoins, en avoir besoin plus aujourd'hui, moins demain, en fonction de son métier, mais aussi que ce soit fait de façon rapide. Et ça, c'est l'évolution des outils ces dernières années, des outils logiciels qui permettent justement de très facilement, et on le verra au travers des exemples, de très facilement mettre à disposition des ressources. On parle de ressources disponibles en quelques clics. Et enfin, on parlait de commodité, de modèles utilitaires. On a des services qui sont capables d'être mesurés. On est capable de mesurer la consommation des ressources très rapidement. On peut avoir un reporting sur les ressources utilisées de façon immédiate. On mesure aussi la performance, on mesure l'utilisation de ces infrastructures de façon immédiate. Donc avec tout ça, avec ces 5 critères-là, on a vraiment un changement dans l'approche d'utilisation des ressources informatiques. Donc on en disait aujourd'hui, ça reste encore assez fumeux, on est un peu dans le brouillard. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on conduit et qu'on est dans le brouillard et qu'on met les pleins phares, on n'y voit rien. Donc c'est un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Le cloud, on en parle partout, et hop, on met les pleins phares et on n'y voit rien, on n'y comprend rien. Alors on commence à y voir un peu plus clair. Alors, on utilise souvent l'image et les éditeurs de logiciels, les Microsoft commencent à communiquer beaucoup sur le sujet. On a l'impression que c'est un peu l'escalier vers le paradis. C'est pas tout à fait vrai, mais on y va. Donc c'est vrai que c'est le sujet hype du moment. C'est vraiment un sujet hype. On en parle et on en parle encore et encore. Mais c'est avant tout un facteur de changement très important. Et aussi une rupture. C'est une rupture comme l'ont été les réseaux électriques, les banques ou l'Internet beaucoup plus récemment. Alors pourquoi les réseaux électriques? Aujourd'hui, l'électricité, on achète de l'électricité. Il y a un peu plus d'un siècle, les entreprises achetaient des générateurs pour produire leur propre électricité. Il a fallu accepter ce passage, de comprendre qu'on pouvait avoir des unités centrales qui produisent l'électricité, qui la distribuent à tout le monde. On est en train d'aller vers... C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le cloud computing. Les banques, à l'origine, on pensait que le meilleur moyen de garder son argent de la façon la plus sûre possible, c'était de mettre son argent sous le matelas. Et au fur et à mesure, on a accepté de confier son argent, de confier tout ce qu'on a, tous ses biens, aux banques. Et l'argent se trouve de façon maintenant virtuelle dans des banques, dans des organismes centraux. On ne sait pas où aller. Comme on ne sait plus où sont les données dans le cloud computing, on ne sait pas où c'est. Et on a accepté de faire ce virage. Et l'Internet a été une rupture importante dans la façon de travailler, dans la façon de communiquer, de collaborer à l'intérieur des entreprises. Et l'Internet est donc un facilitateur du cloud computing. Donc la vue la plus classique du cloud computing, on parle d'utilité ou de commodité, c'est effectivement d'avoir l'informatique en tant que commodité. C'est tout à fait vrai. Chez CSC, on a une vision un peu plus différente. Alors comme on a été un peu présenté rapidement, Christophe représente un des métiers de chez CSC. Chez CSC, on a 3 métiers, le conseil, l'intégration et l'externalisation. Donc moi, je représente par ma fonction la partie externalisation. Je fais partie d'une organisation qui fournit de l'externalisation d'informatique de façon assez large sur des gros comptes. Et donc on a souvent cette vue commoditaire, cette vue technologique du cloud computing, parce que aussi dans la terminologie cloud computing, on a computing, on pense tout de suite à quelque chose de technique, de ressources informatiques. Nous avons des stratégies plutôt orientées métiers,
C'est-à-dire que si je me caricature, je vais voir Christophe et je lui dis « Ah, c'est super, maintenant, je peux mettre à disposition des ressources informatiques, des unités centrales, de la puissance de calcul, des gigabits de stockage en quelques secondes pour 10 centimes. » Christophe me regarde et dit « Oui, ouais, c'est intéressant, mais qu'est-ce que je propose à mes clients? Qu'est-ce que je propose à mes CXO? Je vois qu'est-ce qu'on en fait. » Et justement, nous convergeons dans notre discours, c'est-à-dire qu'on y apporte une vision métier. Qu'est-ce que le cloud computing, qu'est-ce que la mise à disposition de ces ressources peut apporter comme dynamisme pour répondre aux besoins des métiers de nos clients. Et c'est ça la vision que nous essayons d'avoir et que nous développons de plus en plus. Alors, donc j'ai expliqué à quoi servait le cloud computing. Quel était le cloud computing? On a apporté les définitions. Alors j'ai envie d'illustrer un peu plus sur la valeur qu'amène le cloud computing. Et en général, on voit la valeur du cloud computing sur 4 domaines principaux. La préservation du capital. Avant tout, ce modèle utilitaire permet de passer ce qu'on appelle du CAPEX à l'OPEX. Au lieu d'avoir des forts investissements en infrastructure pour les DSI, on peut avoir maintenant un investissement de façon mensuelle en OPEX pour ses besoins informatiques. Et aussi, ce modèle permet d'avoir une informatique plus juste à temps que juste au cas où, c'est-à-dire qu'on ne va pas dimensionner ces infrastructures pour être capable de répondre aux pics d'activité. On va être capable de dimensionner ces infrastructures en fonction des besoins et d'être capable d'augmenter les infrastructures informatiques en fonction des pics d'activité. Typiquement dans le domaine de la distribution, quand on a des pics d'activité de façon saisonnière, pour les fêtes de Noël par exemple, on peut augmenter la puissance de calcul. Et c'est d'ailleurs un acteur important et innovateur au niveau du cloud computing, c'est Amazon. Amazon s'est retrouvé dans le cloud computing à cause de ce phénomène-là. Ils avaient à l'origine constitué une puissance de calcul phénoménale pour être capable de répondre aux besoins pics les plus importants. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils utilisaient l'informatique à 20%. Donc ils ont commencé à réfléchir. Voilà. J'ai une puissance de calcul extraordinaire, mais en fait, j'utilise à 20% sur l'ensemble de l'année. Donc qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est comme ça qu'eux ont développé cette notion de cloud computing. L'agilité business, deuxième secteur, c'est être capable de répondre très facilement aux besoins métiers, développer des solutions applicatives pour répondre aux besoins marketing, etc., de façon très rapide, parce qu'on met à disposition des infrastructures et des applications de façon très rapide. On peut les mettre en place et les retirer très rapidement. Comme l'a dit Hervé, c'est un facteur important en termes d'innovation. La mise à disposition d'infrastructures informatiques permet, de façon très simple et très rapide, permet de développer des proof of concept, des bacs à sable. On peut plus facilement se lancer dans une expérimentation. Je prends mes ressources et on le verra au travers de l'exemple de la solution que je vais présenter. Je peux très rapidement obtenir des ressources informatiques, faire mes essais, essayer mon application, essayer de la mettre en œuvre sur le terrain, voir si ça marche, la retirer si ça ne fonctionne pas. Donc c'est un élément très important en termes d'innovation. Et enfin, la standardisation, la réduction des coûts. Effectivement, on peut réduire le total cost of ownership, mais surtout, c'est la prévisibilité des dépenses qui est vraiment quelque chose de très important pour les DSI. On a une visibilité très claire sur les besoins et les ressources qu'on va utiliser et donc la facturation ou les coûts que ma DSI va générer parce qu'on sait combien les logiciels vont nous coûter, combien les infrastructures vont nous coûter. On a des factures mensuelles. On est capable de voir à court terme et à long terme l'évolution de nos coûts informatiques. Donc voilà un certain nombre de valeurs. Et elles sont non négligeables et ça va aller en grandissant. Alors, définition supplémentaire, les types de cloud et comment les entreprises utilisent le cloud. On distingue 4 types de cloud. Et je vais commencer par la gauche, pardon. L'air est vraiment sec. On a la partie publique, multi-tenant ou le multipropriétaire. Je vais prendre un verre d'eau, je viens. Ouais, je vais prendre comme ça, c'est bon, merci. Alors, la partie à gauche, donc la partie multi-tenant, multipropriétaire, sont les clouds publics. Donc, le cloud public, c'est typiquement des infrastructures qui sont partagées par les entreprises, par les utilisateurs, et qui sont mises à disposition voilà, de façon très large. La community cloud, c'est une version différente du cloud public. On est dans le cloud public, mais là, c'est un cloud qui est
utilisé par des entreprises qui partagent les mêmes intérêts, qui partagent les mêmes fonctions. Ça peut être des entreprises, par exemple, du secteur financier qui ont les mêmes contraintes de sécurité. Et voilà une illustration de cloud communautaire. Et ensuite, on va basculer de l'autre côté, du côté du cloud privé. Alors, je vais commencer par le cloud privé. Le cloud privé, c'est cette notion toujours de cloud de ressources disponibles à la demande, mais à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise l'a déployé à l'intérieur, dans ses data centers, mais à disposition de ses ressources informatiques, mais uniquement pour elle ou pour ses filiales. Et enfin, la notion de cloud hybride, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que en fonction des besoins, en fonction des métiers, en fonction de la criticité d'applications ou d'infrastructures, on fait un mélange, on utilise à la fois du cloud privé et du cloud public. Et là, en termes de valeurs et de caractéristiques du cloud computing, on a des tendances qui sont plus ou moins importantes en fonction du domaine dans lequel on est. Donc effectivement, quand on est dans le domaine public, l'effet de masse permet de faciliter l'agilité, la compétitivité en termes de prix et les accès. Inversement, quand on a des contraintes plus fortes en termes de sécurité et qu'on a moins envie de partager ces données, on a des domaines d'activité plus spécialisés, on est plus dans le domaine du cloud privé ou du cloud hybride. Et bon, ce ne sont pas des tendances absolues, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du développement du cloud, ces notions vont aussi se déplacer à droite et à gauche pour les clouds privés et cloud publics. Mais ça, c'est lié au développement du cloud et la montée en maturité du cloud computing. Alors, vous l'avez vu avant et vous allez le voir, et je pense que vous allez le voir plusieurs fois. Nous, on a défini 4 couches. Enfin, nous, communément, 4 couches de cloud computing sont définies. Et on attaque par le bas, c'est typiquement ce qu'on fait, nous, côté infrastructure ou externalisation d'informatique, on attaque vers le bas. Et on verra qu'il y a aussi un angle d'approche vers le haut, orienté business. Et on verra quand on aura les 4 couches. Donc la première, IaaS, Infrastructure as a Service. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la puissance de calcul, du stockage, du réseau disponible à la demande. C'est fait pour qui? C'est fait pour les directions informatiques essentiellement. La deuxième couche, la couche au-dessus, de Platform as a Service. Donc c'est juste, on est sur la même base, Infrastructure as a Service. On a de l'infrastructure, on met par-dessus des éléments applicatifs qui permettent le développement des applications. Donc c'est juste quelques logiciels qu'on ajoute par-dessus les plateformes qui permettent de développer les applications à la demande grâce au cloud computing. Donc c'est la deuxième couche. Qui sont les clients du Platform as a Service? Là, on est sur une population aussi assez informatique. Ce sont les développeurs et les responsables d'applications. La couche au-dessus encore, c'est le software, le SaaS, Software as a Service. Donc là, c'est la mise à disposition de logiciels en mode cloud. C'est-à-dire que, et l'entendez en venant, Microsoft commence à faire de la pub sur ces solutions, mais voilà, c'est d'avoir un logiciel, je le paye à la demande, à l'utilisation en fonction du nombre d'utilisateurs. J'ai 50 utilisateurs aujourd'hui, j'en ai 75 demain. Le mois suivant, je paye pour les 75, je paye pour les 50, le software. Donc en termes de licence, c'est un modèle complètement différent. Donc, les acheteurs de ce genre de software as a service sont encore les directions informatiques, mais on commence à voir justement les directions métiers. Donc on voit la différence, l'évolution, on part à la base des directions informatiques et on évolue vers le métier. La dernière couche, moins courante, mais c'est le Business Process as a Service. C'est une évolution du BPO, je ne sais pas si vous connaissez le BPO, le Business Process Outsourcing, on décide d'externaliser une fonction métier chez une entreprise tierce. Là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a cette notion de cloud as a service de flexibilité. Donc c'est le BPO amélioré avec toutes ces notions de flexibilité, de visibilité en termes de facturation du cloud computing. Et les acheteurs de ce genre de solutions sont là les responsables des métiers. Donc on a deux approches, l'approche par les métiers et l'approche par les infrastructures. Et on a 4 couches qui permettent de répondre aux différents besoins. Alors je vais terminer cette présentation avant de parler d'illustration avec, pour nous, la vision un peu 2011, les messages les plus importants sur cette année autour du cloud computing. La première chose, c'est qu'on voit que 50% des organisations vont déployer des solutions cloud dans au moins un de leurs métiers. Alors, quand on dit 50%, il faut savoir qu'aujourd'hui, les analyses disent qu'on est déjà entre 30 et 40%. Donc on ne va pas passer de 0 à 50% en 2011, c'est-à-dire que le cloud est déjà en train d'être adopté par de nombreuses entreprises et ça va se développer de plus en plus. Deuxième message, la sécurité, la conformité, la mesure des niveaux de service, la localisation des données, tout ça, ce sont des problèmes importants
De nombreuses entreprises se posent des questions. Si j'utilise le cloud pour ma messagerie, etc., où sont mes données? Où sont mes mails? Où vont-ils être? Et il faut des réponses à cela. Sur le sol américain, c'est un peu plus simple. En général, c'est aux États-Unis. Voilà. Là, certains acteurs du métier proposent d'héberger les données en Europe, où certains le disent, ne sont même pas capables de s'engager sur la localisation des données. Donc c'est un sujet important qui préoccupe les entreprises, qui va être résolu, mais il ne va pas être résolu. Nous, on ne pense pas que toutes ces questions vont être résolues, ou toutes les réponses vont être apportées en 2011. Ce qui veut dire qu'il va y avoir avant tout un développement des clouds privés et des clouds semi-privés ou hybrides en 2011. Troisième élément, troisième message important, c'est le concept du Bring Your Own Device. J'amène mon propre appareil pour travailler dans l'entreprise. Alors, il se passe deux choses. C'est que les technologies actuelles de virtualisation permettent d'avoir accès aux ressources informatiques, aux applications, à son poste de travail, depuis différents terminaux, un PC portable, un iPad aujourd'hui, etc. Donc, on est capable de plus en plus d'avoir accès à toutes les ressources informatiques de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que avant la technologie informatique était présente dans les entreprises avant d'arriver dans les foyers. Maintenant, la tendance est complètement inversée. La technologie, elle est présente dans les foyers, elle arrive dans les entreprises. Ce qui fait que les utilisateurs qui viennent dans les entreprises, ils veulent avoir le même confort, la même souplesse, la même convivialité d'utilisation que ce qu'ils ont à la maison. Et idéalement, ce qu'ils voudraient, c'est être capable de venir avec leur MacBook, avec leurs iPads, et d'accéder aux ressources de l'entreprise, qu'ils soient sur leur lieu de travail ou qu'ils soient chez eux. Donc améliorer la productivité, c'est une tendance forte. C'est un enjeu humain et technologique pour les entreprises. C'est un moyen de capter aussi les jeunes et toute la génération Y très fan de technologie. Et enfin, dernier message, les éditeurs de logiciels vont vraiment intensifier leurs efforts pour devenir des acteurs importants du cloud cette année et en Europe. On est un peu à la traîne par rapport aux États-Unis, parce qu'ils sont beaucoup plus des early adopters et que aussi c'est un État où tout le monde parle la même langue et justement ces problèmes de sécurité, de localisation des données sont beaucoup moins importants. Donc c'est en train de décoller en Europe, ça va venir et l'Europe va vraiment décoller sur ce sujet. Mais l'autre aspect aussi, c'est que les logiciels classiques qu'on achète et qu'on installe chez soi, la croissance sur ces logiciels classiques va être assez faible. On voit maintenant la croissance des logiciels va être en mode, ce qu'on a expliqué avant, en mode software as a service. Donc la croissance chez les éditeurs va être sur ce domaine-là. Donc ils sont obligés de se positionner sur ce secteur et de proposer des solutions software as a service. Donc voilà les messages clés. On va passer maintenant à l'illustration. Donc Christophe, je vais te repasser la main et je terminerai. Merci Benoît. Donc voilà, donc on a essayé de vous brosser un peu le paysage sur finalement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quelles sont de notre point de vue les tendances à court terme. On parle de 2011, on n'est pas dans de la prospective lointaine. Donc on va essayer de voir maintenant globalement ce qu'on peut en faire, ce que les entreprises peuvent en faire de ce cloud. Trois exemples. Alors, premier point, je disais tout à l'heure, c'est une fois qu'on a compris effectivement à quoi ça sert, forcément la question c'est, ok, moi j'ai un existant, d'accord, j'ai un certain nombre de besoins business, j'ai un existant informatique, etc. Et donc ok, je suis convaincu, maintenant j'y vais comment ? Dans quel ordre je m'y prends ? Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, quand on dit 50% vont avoir au moins un process l'année prochaine, en tant qu'il y en a un certain nombre qui n'auront rien fait. Donc la question, c'est comment j'y vais ? Alors, on a mis en place une démarche qui s'appelle Cloud Assessment. L'objectif, c'est pas de vous la présenter dans le détail. Maintenant, je pense que c'est intéressant dans ce slide juste de comprendre un petit peu, grosso modo, comment se pose le problème et peut-être une façon de tirer la question. Donc, premier point, comprendre en fait le potentiel du cloud computing. Donc là, il y a des présentations, vous allez certainement en voir d'autres, etc. Je pense que c'est bien intégré, il n'y a pas 5 ans, vous voyez, il y a 4 axes, bien intégré globalement ce que ça peut faire. L'idée, on ne dit pas que c'est la panacée universelle, grosso modo, on dit juste que dans certains cas, ça peut être intéressant, ça peut être un driver. Donc, premier point. Deuxième point, en fait, c'est au regard de ce potentiel,
faire un peu le mapping et l'analyse globalement de son portefeuille applicatif, de ses process, et de se poser la question, process par process, sur finalement qu'est-ce qui pourrait être le plus éligible, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être dopé par le cloud computing au regard en fait des qualités intrinsèques de ce modèle-là. Donc voilà, monter le revenu, diminuer les coûts, les capacités, préserver mon capital, etc. Donc en gros, je passe un petit peu à la moulinette de mes process, de mes applications, et je me repose la question à chaque fois. Et puis troisième point, là on est encore dans globalement qu'est-ce qu'il y a de plus éligible. Après en fait j'identifie des priorités. L'objectif c'est qu'à un moment donné il faut y aller. On ne peut pas rentrer dans les concepts, dans les stratégies ad vitam aeternam, parce que sinon on se fait plaisir sur le papier, mais finalement on n'est jamais confronté à la situation. Donc à un moment donné il faut identifier des priorités et puis y aller. Et puis comme le disait Hervé, Benoît, c'est globalement le principe du cloud, c'est que j'ai envie de dire on a le droit à l'erreur. Grosso modo on fait un truc, on démarre, bon ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai payé des licences pour 10 bonhommes pendant 6 mois, 1 an. Bon, voilà, j'arrête le robinet, c'est terminé, quoi. Donc, en gros, j'ai dépensé un petit peu d'argent. D'une certaine manière, je me suis rendu compte que typiquement, ce process n'était pas très éligible par rapport au cloud. Donc, à la limite, c'est mon retour sur expérience. Alors, là, c'est juste globalement deux petits slides pour illustrer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, en gros, on passe un peu à la moulinette des différents critères, d'accord. Donc, on prend un peu ces process, ces applications, puis on se dit, voilà, au regard des bénéfices que peuvent apporter le cloud, au regard en fait de l'organisation, est-ce que grosso modo, le process que je voudrais mettre en place, il est pertinent par rapport au cloud, au regard de l'organisation, typiquement, déployer une solution sur la partie achat. Bon, l'enjeu, c'était globalement irriguer l'ensemble du groupe d'une entreprise avec 45 filiales, avec les bonnes pratiques. Donc là, on se dit, tiens, l'enjeu d'organisation qui est faire en sorte que tout le monde travaille à peu près de la même manière, est-ce que le cloud va apporter quelque chose? La réponse était oui, parce que très rapidement, on pouvait globalement mettre à disposition cette solution. Après, en gros, les applications, les réseaux, la sécurité, la performance, voilà, enfin, un certain nombre, je ne vais pas tous les énumérer, un certain nombre de points, la facilité, la capacité d'implémentation, puis au regard de ça, on note, d'accord? On dit qu'on est plutôt éligible ou pas, d'accord? Et ça, une fois qu'on a fait ce travail, alors après il faut voir le niveau de granularité, on n'est pas obligé de le faire de partout, ça nous permet globalement d'avoir un peu cette vision-là, c'est grosso modo qu'est-ce qu'il y a de plus éligible. D'accord? Donc ça nous permet de faire des poids. Donc on voit grosso modo quelles sont les applications, les process qui vont tirer le plus de bénéfices du modèle cloud. D'accord ? Donc c'est cet axe-là. Et puis grosso modo, quelle est la capacité, je dirais, d'adoption, de mettre en place de l'éligibilité, on va dire, de process et d'applications au regard du cloud. D'accord ? Si on est sur des domaines qui sont très sécuritaires, etc., bon, globalement, on va peut-être plutôt les laisser ici. Voilà. Donc, juste pour dire que avant de se lancer, c'est peut-être bien, globalement, de réfléchir un peu à la façon d'y aller. Et donc, se poser quelques questions de ce type-là, avec des méthodes simples, à mon avis, peut guider. Puis après, il faut y aller. Comme je le disais, surtout, il faut y aller, puis voir globalement comment ça fonctionne. Voilà, donc premier point, pour illustrer un peu ce que, globalement, les questions que vous devez vous poser si vous avez décidé d'y aller, pour contextuer un peu les drivers au niveau de votre contexte à vous. Alors, un exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est Smartbox. Donc, j'en dis deux mots là pour que vous compreniez un peu. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette entreprise, mais vous allez voir qu'à la lecture un peu de ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils étaient hier, vous allez comprendre que grosso modo leur business est quand même c'est intéressant, assez pertinent par rapport au modèle cloud. Bon, donc aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial des coffrets cadeaux, donc différents univers, aventure, bien-être, hôtellerie, etc. Donc en gros, c'est vrai qu'ils ont inventé un modèle, c'est que la plupart d'entre nous ont toujours un peu de mal à savoir ce qu'ils vont offrir. Et donc ils ont dit, voilà, on va faire un coffret, donc on ne donne pas un chèque, on donne un contenu, puis après, la personne avec qui on l'offre va pouvoir faire à peu près ce qu'il en veut. Et puis c'est vrai que ça s'est pas mal développé. Et aujourd'hui, ils sont leaders mondial, c'est un peu qui ont inventé le concept. Il y a maintenant de la concurrence sur le marché. Et si vous regardez en termes de croissance, la boîte a été créée en 2004 ou en 2005, voilà, à peu près 50 millions d'euros en 2006. Et puis, 4 ans après, 10 fois plus. Aujourd'hui, c'est une structure de 500 millions d'euros. Et son développement, elle l'a réalisé sur son marché domestique, mais aussi assez largement en développant en fait son concept et son idée sur d'autres pays. Aujourd'hui, ils sont présents sur tous les continents, un peu plus d'une vingtaine de pays. Et
Autre point qui est important par rapport au modèle, c'est que finalement, ce qu'ils vendent, c'est quoi? C'est la capacité à trouver des bons partenaires, puisqu'en fait, ceux qui vont prester au regard de ces coffrets, c'est une série d'hôteliers, de prestataires divers et variés autour de ces univers-là. Et globalement, si la prestation n'est pas bonne, globalement, on va partir du principe qu'il n'y aura pas de nouveau une offre de coffret. Donc, c'est extrêmement important, justement, cette qualité de prestation. Et donc, ça, c'est géré à travers un réseau de plus de 20 000 partenaires. Donc, en gros, quand on voit ça, en fait, on se dit quoi? On se dit, en synthèse, c'est une boîte qui n'existait pas il y a 6 ans, qui fait aujourd'hui 500 millions d'euros, qui est encore dans un peu le mode startup, qui veut garder en fait son mode startup parce que c'est un peu son agilité, ce qui va lui permettre justement de continuer à répondre au marché, mais qui se trouve quand même avec des volumes, ils sont à peu près 800 personnes aujourd'hui, des volumes qui font que oui, start-up, mais il faut quand même un peu s'organiser, un peu se structurer pour continuer en fait sa croissance. Parce que le risque pour des boîtes de ce genre-là, qui sont très récentes, c'est grosso modo, c'est d'exploser à un moment donné par rapport à une taille qu'ils n'ont pas su gérer. Donc c'est assez, on en a vu dans certains cas sur le marché. Donc, en fait, si on regarde le contexte et les enjeux du cloud au regard de ce paysage, en tout cas de cette entreprise, en fait, moi, je me souviens très bien déjeuner avec la DSI là, qui me parlait un peu de ces problèmes, parce que c'est un peu anxiogène quand même, quand on est DSI, d'avoir des volumes comme ça, sachant que derrière, il y a des coffrets, donc il y a de la logistique, il y a des commandes, il y a des clients, etc. Donc il y a vraiment de la volumétrie, il y a des process et il y a des systèmes. Donc elle me disait, c'est terrible, parce que grosso modo, on a besoin de poursuivre notre croissance. En France, en fait, il faut qu'on fasse attention parce qu'on a attaqué, c'est-à-dire en fait une concurrence forte. Alors les Wonderbox, les machins, etc. Aujourd'hui, ils se sont dit tiens, le modèle est pas mal, allons-y, suivons. Donc besoin grosso modo d'être réactif par rapport aux directions business pour se différencier justement de ces nouveaux entrants. Et puis besoin par ailleurs de poursuivre son développement à l'international, donc d'être agile, de tester des modèles, d'aller vite, d'accord. Donc je dirais d'un côté des besoins métiers, des métiers qui poussent en disant voilà, il nous faut plus de choses, plus d'agilité, plus de flexibilité. Premier point. Deuxième point, une DSI qui se sentait un peu en risque parce que pour les raisons de volume, c'est-à-dire cette croissance exponentielle fait que dans un mode on-premise classique, les infrastructures, la performance, les réseaux qui sont valables pour 10, forcément ça marche peut-être pas de la même manière pour un volume de 100. Donc je dirais un risque opérationnel. Et puis troisième point, une priorité qui est un peu liée à l'effet de concurrence dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est justement pour un peu contrer tous ces nouveaux, faire en sorte que la qualité de service vis-à-vis des clients finaux soit la meilleure possible. Ce qui permet à un leader de dire ok, on est attaqué, maintenant ceux qui savent, ceux qui apportent le vrai service, la bonne offre, c'est bien nous. D'accord ? Donc un process et un enjeu fort à gérer de façon optimisée tout ce qui est demande, traitement, des réclamations clients. Quand on est sur du B2C, forcément, on a à gérer cette partie-là. Les enjeux, donc une solution souple et flexible pour ça, disposer des ressources informatiques nécessaires au bon moment, au bon endroit. Je ne vais pas revenir sur le sujet, Benoît en parlait. Et puis à court terme, répondre à cet enjeu-là, qui était celui du service client. Donc aujourd'hui, la réponse finalement à cet enjeu, à ce contexte, c'est une solution. Alors là, on est sur la partie applicative, donc la partie SaaS. Une solution CRM, pourquoi ? Parce qu'en fait, on parle de services de gestion du traitement et des réclamations. En l'occurrence, Salesforce, qui est un des éditeurs, alors c'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est un éditeur qui a été, on va dire, assez en avance sur le sujet, sur la partie CRM. Et donc là, vous voyez bien, on retrouve les 4 modèles, ce que disait Benoît tout à l'heure. Finalement, à quoi ça sert le cloud ? Et là, on se rend bien compte qu'on tombe pile poil en fait dans cette éligibilité-là, c'est-à-dire un engagement de service supporté par l'éditeur. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, entre guillemets, la DSI peut dormir sur ses 2 oreilles. L'engagement de service, c'est pas elle qui a à le supporter, mais c'est plutôt un tiers, qui en plus est très fortement dimensionné sur le sujet. Le mode de facturation de type abonnement, l'AGC sur un sujet, et puis après je verrai la suite. Une gestion centralisée homogène, ça permet en fait d'irriguer les bonnes pratiques en fait sur la gestion des traitements et des réclamations au niveau de l'ensemble des filiales, donc c'est le côté innovant. Une rapidité de mise en œuvre de la solution, une capacité à absorber les pics de demande. En gros, ils ont une forte saisonnalité. Pourquoi ? Parce que grosso modo, période de Noël, c'est là qu'on fait le plus de cadeaux. Puis à un moment donné, il y a la date limite d'utilisation. Donc là, on est capable. Et puis le dernier point, c'est l'engagement financier limité, parce que c'est rapide, pas d'infra, une exploitation limitée et des interfaces. Donc voilà la raison pour laquelle eux, ils sont allés. Dernier point sur Smartbox, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu la roadmap. D'accord ? Je disais tout à l'heure,
il y a en gros comment on y va. Il y a un moment donné, on identifie la priorité. Donc là, elle était portée par le business. Et puis, il se trouve que le besoin du business sur tout ce qui est réclamation, traitement, ça tombe pas mal parce que grosso modo, il y avait des solutions qui permettaient de le faire. D'accord ? Donc, c'était une bonne façon pour démarrer sur cette partie-là. Puis après, il y a la roadmap. Donc, en gros, là, on voit, on a 2 axes. Une roadmap qui est plutôt dans le mode SaaS, puisqu'en fait, l'objectif, c'est de déployer la solution après au niveau des filiales, après sur d'autres sujets CRM qui sont la vente et puis terminé par le marketing. Et puis, cette trajectoire est intéressante aussi, c'est que, comme disait Benoît tout à l'heure, après, il existe des plateformes as a service, c'est-à-dire des plateformes sur lesquelles vous pouvez développer vos propres applications. Les entreprises, toutes les entreprises ont un paquet de verrues, de petits bouts d'applications qui aujourd'hui sont très propres à leur business, donc sur lesquels les éditeurs n'ont pas investi, mais qu'ils ont besoin absolument de faire vivre. Et donc, là, on a un truc qui s'appelle la gestion des inactivités des vouchers. A priori, il y a peu d'éditeurs qui vont investir lourdement pour gérer les inactifs sur les vouchers. Bon, là, typiquement, c'est un sujet qui est compliqué à gérer, sur lequel il y a des bouts de trucs à droite, à gauche. Voilà, il y a un workflow, un process à mettre en place sur une plateforme as a service. Et puis, le reste, c'est à construire. Pourquoi à construire ? Parce que d'abord, on voit ce que ça donne. On s'approprie un peu la solution, et puis après, ça va nous donner plein d'idées. Donc, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à y aller, même si on n'a pas la roadmap à 10 ans, parce que c'est en marchant qu'on apprend sur le sujet. Voilà donc un petit retour sur expérience sur un client qui est Smartbox.